Bonjour Catherine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de venir à ma rencontre. Alors on n'est pas en Bourgogne ou dans le Languedoc malheureusement, mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà. On en parlait juste avant. Mais je suis ravi qu'on puisse échanger ensemble. J'avais fait un podcast avec Laurent il y a 2-3 ans à peu près, 2 ans je pense. C'était un super moment. On avait enregistré en Bourgogne. Et je m'étais dit que ce serait quand même top d'avoir la version de Catherine, déjà pour corréler l'histoire, et puis pour avoir cette autre vision sur tout votre parcours. Donc, je suis super content qu'on fasse ce podcast ensemble. Merci. D'avoir trouvé le temps. J'en profite, tant que je suis dans les remerciements, pour remercier le Off sur scène, je crois que ça s'appelle. Je suis pas très sûr. Ça. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Off sur scène Paris, je crois. Exactement. Off sur scène Paris. Donc c'est l'hôtel dans lequel on est. Ils ont un bar qui est très sympa, la vue sur la Seine, c'est une péniche, c'est très très cool. Je vous le recommande, même si vous voulez juste boire un verre. Ça a l'air très sympa. Je sais pas ce qu'ils servent à boire, mais en tout cas l'endroit est vraiment très cool. Et je remercie aussi nos amis de Via Aero, et il y a leur banane qui est présente ici, qui nous file un coup de main pour enregistrer tout ça. Un coup de main à la prod pour faire en sorte que ce soit joli en podcast et sur YouTube. Donc merci beaucoup pour toute cette aide. Catherine, maintenant que tout ça c'est dit, on peut commencer ce podcast. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Eh bien, je m'appelle Catherine Delaunay, si vous voulez tout savoir. Je suis originaire du Beaujolais et j'ai grandi au milieu des vignes. Mes parents avaient un domaine en moulin à vent et j'ai commencé mes études par une licence de sciences et j'ai continué par un diplôme d'œnologie à l'université de Dijon. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari Laurent, qui lui est bourguignon d'origine. Voilà. On a commencé notre vie professionnelle avec l'entreprise familiale de mon beau-père, mais rapidement on s'est aperçu, Laurent a été obligé de la céder avec l'accord familial parce que mon beau-père était malade, il avait la maladie d'Alzheimer. Donc c'était compliqué, donc on a vendu la société familiale, c'était un crève-cœur quand même, il faut le dire. Et on était jeunes, on n'avait pas encore d'enfants, pas trop d'attaches, plein d'idées surtout, et on s'est intéressé, on avait envie de faire quelque chose ensemble, de faire une gamme de vins accessible, friand, facile à boire, etc. Laurent avait eu une expérience en Californie. Il avait passé une année en Californie, aussi bien travailler dans une winery qu'à faire un trimestre ou un semestre à l'université de Davis, qui est la grande université pour l'œnologie en Californie. Et il était rentré avec plein d'idées concernant avec leur approche des vins californiens l'avait séduite en fait. C'était des vins de cépage. En France, on a tout le système d'appellation qui est un petit peu complexe, qui s'est bâti au fur et à mesure des ans. Donc les États-Unis qui sont un nouveau pays producteur dans notre jargon. Nous, on est le vieux monde, l'Europe. Et eux, ils n'avaient pas ce système d'appellation, donc ils sont partis sur les vins de cépage. Et en France, la région qui pouvait faire ça, qui n'avait pas trop ce carcan des appellations, c'était le Languedoc-Roussillon. Et à ce moment-là, c'était dans les années 90, dans le Languedoc-Roussillon, il y avait un vrai renouveau. Il y avait un vrai changement. Le vignoble passait d'un vignoble de production de masse, c'était des vins de table, et devenait de plus en plus qualitatif en plantant des cépages, ce qu'on appelle nous internationaux, c'est-à-dire que tous les pays, ils sont originaires de France, mais tous les pays producteurs les ont adoptés, au moins les nouveaux pays producteurs, à savoir les Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, etc. Donc cette région changeait complètement son encépagement et plantait énormément de cépages. Et c'est une région très intéressante. C'est la plus vaste de région viticole française. Celle qui produit le plus aussi, il me semble. Celle qui produit le plus. Il y a le plus d'hectares plantés, donc elle produit forcément plus. Et elle est aussi très vieille. Les Romains déjà cultivaient la vigne. On l'appelait la Narbonnaise. À l'époque, les provinces romaines, c'était la Narbonnaise. Les vins partaient de Sète ou de Gruissant, des ports pour aller en Italie. Donc, depuis très longtemps, elle était identifiée comme une région productrice de vin et de vin d'assez bonne qualité, quoi. Et donc voilà, on est arrivé dans les années 90. On était tout petits, on était que tous les deux. Donc
voilà, c'était assez, quand on se rappelle un petit peu, c'était assez incroyable. On avait une idée, ben, on fonçait, quoi. Il y avait personne d'autre à convaincre. Et donc on est arrivé dans cette région. Alors, comment on y est arrivé? On avait quelques connaissances des amis qui avaient fait leurs études en même temps que nous. Et puis mon beau-père aussi s'était déjà bien intéressé à la région. Donc on avait quelques connaissances. Le monde du vin, c'est, comme vous le savez, c'est quand même beaucoup un monde de réseau. On discute beaucoup entre viticulteurs, producteurs, etc. Et donc du coup, on est arrivé pour découvrir la région. On nous a dit, bah tiens, quand on a expliqué un petit peu ce qu'on voulait faire, bah vous devriez aller voir un tel ou un tel, il pourra vous aider ou avoir une idée, enfin voilà. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé par approcher la région comme ça. Et puis, au fur et à mesure que notre projet se dessinait et s'affinait, on a aussi eu une approche un peu plus systématique, dans le sens où les cépages, une variété de raisins, hein, donc on sait que tel cépage s'adapte mieux à tel sol, etc. Donc, on a pris une carte géologique de la région. Et on a cherché, par exemple, les zones où les chardonnays sont les meilleurs, c'est les terroirs argilo-calcaires, par exemple. Donc, avec cette carte, on a repéré les terroirs argilo-calcaires, mais on s'est dit, nous, on veut pas un chardonnay trop méditerranéen. C'est pas notre style. On arrive de Bourgogne, on aime les vins blancs, frais, tendus, etc. Donc, on veut un chardonnay avec plus de fraîcheur. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ça dans la région? Il faut monter un petit peu en altitude. Donc, on a repéré les endroits qui étaient un peu en altitude avec des terroirs argilo-calcaires. Puis, on est arrivé à Limoux, on est arrivé sur les contreforts des Cévennes, etc. Donc, voilà, ça a été une approche un peu plus systématique, mais toujours orientée cépage. Et puis, sinon, mais ça, c'était quand même plus... On s'est beaucoup baladé dans le Languedoc et donc, on repérait les parcelles qui étaient bien cultivées. Mais ça, c'est plus anecdotique, on va dire, comme façon d'approcher le terroir. On s'est dit, bah tiens, cette parcelle, elle est superbe. Qui est-ce qui l'exploite, qui est-ce qui la travaille. Bon, et puis bon, voilà, par notre réseau, on arrivait aux producteurs et voilà. Donc on s'est constitué un réseau de fournisseurs potentiels et de fournisseurs réels et qu'on a encore maintenant. Et la plupart d'entre eux qu'on a découvert et avec qui on a commencé notre activité, sont toujours nos fournisseurs actuellement. Donc ça, il y a une vraie fidélité réciproque et voilà, au fil du temps, c'est devenu des amis et donc c'est top ça. Voilà. Puis après, pour les clients, c'est un petit peu pareil, un peu bouche à oreille. La première année, on a un ami américain, c'est un ami de la famille Delaunay, qui nous a beaucoup aidé sur le marché américain. Première année, on a expédié nos vins que là-bas. Ensuite, ça s'est développé un peu au Canada, mais vraiment la première année, c'est le marché américain qui a le premier répondu parce qu'ils étaient déjà, ils connaissaient déjà les vins de cépage par rapport au marché européen. Et puis, après la deuxième année, alors Laurent était plus en charge de la commercialisation et du marketing, et moi plus du côté de la vinification, de l'élevage, préparation des mises en bouteille, etc. Donc on s'était répartis un petit peu comme ça les missions au sein de notre jeune entreprise. Et voilà, donc Laurent, il a pris son bâton de pèlerin et on est allé en Angleterre, en Allemagne, dans les pays scandinaves. C'était des marchés on est resté longtemps à l'export, parce que c'était des marchés qui étaient plus prêts, plus matures à accepter des vins de cépage. La France, on y est venu beaucoup plus tardivement. Je crois que c'était autour de 2010, en fait, on est arrivé sur le marché français. Donc bien plus tard, 15 ans après. Mais voilà, ça c'est bien. La France a bien accepté nos produits après. On a une bonne, il y a à peu près 40% de nos vins qui sont maintenant sur le marché français. Donc c'est bien ça. C'est clair. Parce qu'on voulait quand même que les Français découvrent nos beaux vins. C'est clair, et c'est le cas maintenant, donc tant mieux. Ouais. Je voudrais justement revenir un peu sur toute cette histoire. Déjà sur le vin, donc vous avez grandi
dans le Beaujolais. Est-ce que le vin, c'était toujours ce que vous avez voulu faire? Enfin, toujours. Je suppose que c'est quelque chose qui naît au fur et à mesure du temps, mais à partir de, je sais pas, 14-15 ans, c'est devenu quelque chose oui, qui se alors précise, ou pas vraiment, et c'était un peu... Si, comme mes parents étaient viticulteurs, on a été aidés dans les vignes. Tous les étés. Ouais, tous les étés, aussi, les hivers. Alors c'est vrai que ça nous apprend en fait beaucoup d'endurance, parce que un rang de vigne, ça peut être très long l'hiver, hein, dans le froid, le vent, etc. Ou au contraire sous le soleil l'été, où il fait chaud. Et alors je me souviens parce que on se plaignait toujours, bien sûr, parce que j'ai 3 sœurs. Hein. Donc, quand on était dans les vignes, on se plaignait l'été de la chaleur, il faisait trop chaud et tout. Voilà. Mon père disait, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez le sable sous les pieds, le soleil sur la tête, et qu'est-ce qui vous manque? Et nous, immanquablement, la mer. Ça nous énervait prodigieusement. Mais mon père était très, très cool. Rien ne le faisait sortir de ses gonds. Je l'ai jamais vu s'énerver, donc il fallait faire les choses et on les faisait. Donc c'est vrai que ça nous apprend l'endurance, la pugnacité en fait. Hein. Commencer son rang au début et le mener jusqu'au bout, c'est long, c'est dur, c'est un travail physique. Mais moi j'ai beaucoup aimé, rétrospectivement, j'ai beaucoup aimé vivre au rythme des saisons en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose, et j'aime ça quand parce que bon, j'accompagne de temps en temps Laurent à l'autre bout du monde, et quand on a des pays où il y a peu de saisons, hein, comme en Asie par exemple, et là, quand on discute, ne serait-ce qu'avec des expatriés ou des occidentaux qui habitent, c'est ce qui leur manque aussi, hein, ce rythme marqué des saisons. C'est marrant, c'est quelque chose que je percevais pas il y a quelques années, le rythme des saisons, et que je commence à vraiment apprécier, à me dire, en fait, je pense qu'il y a quelques années, le fait qu'il fasse froid en hiver, ça me saulait un peu. Ouais. J'étais plus team Asie du Sud-Est, on se met entre 25 et 35 degrés, on va à la plage toute l'année à peu près. Ouais. Et en fait, bon, ça m'attire toujours. Je pense que si je peux aller y faire quelques années, je serais quand même content. Mais c'est vrai que c'est quelque chose maintenant que je regarde avec beaucoup plus de plaisir. Le fait que, justement là, on est au tout début du printemps, je commence à aimer ça. On voit les feuilles qui arrivent, on sort exactement, de la nature s'éveille, on voit que la vie redémarre, etc. Après, ça sera la pleine saison, les travaux en verre dans la vigne. Enfin, on va voir les raisins grandir, fleurir, grossir, changer, mûrir jusqu'au vendange. Puis l'automne qui arrive, et puis la vigne qui se rendort pour l'hiver, et voilà. Ouais, donc, moi j'aime vraiment ce rythme-là. C'est un rythme lent, c'est un peu lent par rapport à notre société actuelle peut-être, mais ça nous ancre vraiment dans la terre, et c'est vraiment important, je pense. Et je pense que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais je trouve que maintenant il y a de plus en plus pas de retour à la nature, mais par exemple même pour les vacances, on cherche des endroits où c'est tranquille, une reconnexion en fait avec la nature, les éléments naturels. Ça peut être la mer sur un bateau, mais ça peut être la montagne, la campagne, enfin. Vignes aussi, hein. Et les vignes, oui. Mais nous, on est dedans tout le temps. C'est vrai. Pour eux, c'est pas des vacances. Comment, avec Laurent, vous faites une partie de vos études ensemble, vous avez vos expériences professionnelles. Il y a un moment où vous reprenez la maison, vous découvrez justement que donc l'entreprise familiale, vous découvrez qu'il y a beaucoup de difficultés et que ça va pas être possible de la garder. Le Languedoc, vous l'avez choisi parce que vous aviez déjà des connexions là-bas, parce que vous aviez une idée? Alors, la Bourgogne était déjà chère à l'époque. Ouais. C'est pour travailler en Bourgogne, il faut beaucoup d'investissement au départ. C'est-à-dire qu'on va acheter des raisins au mois de septembre, on les vinifie, on les met en cave et on les élève pendant 18 mois ou quelque chose comme ça, voire 2 ans. On les met en bouteille et ensuite on va les garder encore 6 mois, 6-9 mois en cave avant de les commercialiser. Donc en fait, il faut beaucoup de fonds de roulement. Et nous, on n'avait rien, on n'avait plus rien. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose. Et puis à l'époque, la Bourgogne était un peu figée, un peu statique. Hein. Il y avait des codes, les étiquettes étaient toutes sur le même format. C'était donc
Donc voilà, on s'est dit on va partir vers une région qui bouge et effectivement, Languedoc-Roussillon, les vins étaient pas trop chers, tout était à construire puisque ils arrivaient, ils passaient d'un vignoble peu qualitatif, les vins de table, à un vignoble plus qualitatif, et on s'est aperçu aussi que c'était des gens qui étaient extrêmement ouverts. Ils attendaient beaucoup. Ils attendaient. Comme ils replantaient des cépages qu'ils ne connaissaient pas, ils étaient preneurs de toutes les expériences qui venaient d'ailleurs. Donc, à cette époque-là, c'était assez incroyable. On avait énormément, par exemple, de winemakers australiens. On les appelait les flying winemakers à cette époque-là. Et parce que eux, ils étaient contents de venir en France pour apprendre à vinifier et apprendre la culture du vin français. Et en même temps, ils pouvaient faire 2 vinifications dans l'année. Oui, parce qu'il y a les 2 hémisphères. Donc voilà, c'est ça. Donc, il y a eu énormément de flying winemakers à cette époque. Il y a eu aussi des sociétés américaines, comme les gros groupes Gallo, Mondavi, etc. Ouais, et qui sont venus à un petit moment. Et puis même des sociétés d'autres régions françaises. Alors, il y en a beaucoup qui sont repartis dans les 5-10 ans après, autour des années 2000, il y en a beaucoup qui sont repartis. Voilà, je sais pas, ils ont eu le même accueil que nous, je pense. C'est une région qui a du caractère, le Languedoc. Les gens ont un caractère assez fort. Ça s'explique, je pense, par la géographie et puis c'est une région rude. Il y a beaucoup de vent. Le relief est très accidenté, etc. Donc, je pense, voilà, les gens ont du caractère aussi. Ça s'explique aussi par ça, je pense. Mais à partir du moment où on les respecte, où on respecte leur travail, leur terroir, je pense que l'accueil, ils nous acceptent très bien, quoi. Puis bon, nous on était tout petits par rapport à d'autres. Oui, c'est que... Donc, quand on nous demandait, ils nous ont fait confiance, parce qu'au départ on vinifiait chez les uns et chez les autres. On n'avait pas de cave, on n'avait pas de vigne, on n'avait rien du tout. Donc on vinifiait à droite et à gauche. Et donc ils nous ont vraiment fait confiance. Ils ont accepté qu'on choisisse des parcelles de vignes, qu'on les vinifie à part, etc. Mais ils prenaient pas beaucoup de risques parce que comme on était tout petits, c'était pas voilà, c'est ça. Donc et puis ils nous ont bien suivis et ça a fonctionné, on est toujours là, quoi. Et avec donc en fait là vous êtes juste partis tous les deux, un sac sur l'épaule. Ouais. En vous disant OK, on verra, quoi. Oui. On verra. On avait notre idée en tête et on verra si on peut si on y arrive. C'est ça. Et petit à petit, alors on a commencé par une gamme très courte au début. On avait 4 ou 5 cépages. Je crois que même la première année, on a dû en faire 3. Donc, je crois qu'on a dû commencer avec un Chardonnay, une Syrah et un Merlot. Voilà. C'était pas plus long que ça. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure des années, la gamme a grandi, elle s'est un peu complexifiée. Là, maintenant, on a 22 cépages différents. Donc, on vinifie 22 cépages. Et il faut savoir que dans une cuvée, par exemple, de Chardonnay, on a 6 terroirs différents, 6 origines de raisins différentes. Et donc, c'est très complexe. C'est dur, ouais. On va faire un gros travail, mais ça, c'est notre approche bourguignonne qui veut ça. C'est qu'on fait un gros travail de sélection des terroirs. Il y a un gros travail de dégustation. Ça, c'est vraiment... moi, je passe beaucoup de temps en dégustation. Donc, dégustation au moment des vinifications, bien sûr, mais après, en élevage, pour prendre les options d'élevage et ensuite faire les cuvées finales. Ouais, puis ça vous fait faire des assemblages, assemblages à des bourguignons, donc... ouais. Pourtant, vous avez Alors, vous avez l'habitude. Si on a l'habitude en Bourgogne, parce que en Bourgogne, vous élevez tout en fût. Ouais. Et un fût, d'un fût à l'autre, c'est différent. Donc, parfois, il faut composer avec les caractéristiques. Vous savez que sur Meursault, sur votre parcelle, là, vous allez mettre tel et tel type de fût. Mais le fût, c'est un matériel vivant aussi, c'est du bois. Donc, et puis c'est fait avec la main de l'homme. Donc, il y a aussi, chaque fût est différent. Chaque douelle est différente. Donc, oui, on va mettre tel et tel, tant de pourcentage de la forêt de Tronchet, tant de pourcentage. Mais ça donne quelque chose d'unique. Et si c'est unique, même si vous avez un même vin dans chaque fût, chaque fût sera différent.
Donc, ça a été quoi votre première réussite avec Laurent dans le Languedoc? Le premier moment que vous avez célébré ensemble? Déjà la première commande qu'on a reçue. ça voulait dire que nos vins, ça célèbre toujours. Voilà, ça voulait dire que nos vins plaisaient au moins à quelqu'un et qu'on s'était pas trop trompé. Ça c'est bien. Après la première vinification quand même. Oui. Ah oui, bah après donc, tous ces mois, il faut attendre. Voilà, c'est ça. Hein. On a créé notre société fin juillet 1995. Donc les vendanges avaient lieu un mois et demi après. À peine, puisque dans le Languedoc, on vendange très tôt. Et donc, du coup, on achète les premiers raisins, on vinifie, on élève nos vins, et puis on les présente au printemps suivant. Donc, c'est vrai que pendant quelques mois... Vous avez eu des doutes à ce moment-là? Alors, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres quand on crée une entreprise, ouais. On est en même temps très impatient au quotidien de faire avancer les choses, et puis on apprend la patience parce que tout se fait pas en un jour, quoi. Et oui, il y a des moments de déception, hein, quand on se dit on présente nos vins, ça va forcément plaire, c'est pas possible que ça soit autrement. Oh non, voilà, bon, quand on essuie un refus, 2 refus, 3 refus, voilà quoi. Mais bon, après il faut persévérer, ouais. Ça n'entraînait que nous deux au départ, donc c'était pas trop compliqué quand même. Il n'y avait pas trop de risques. C'était juste nous qui éventuellement perdions 1 an ou 2 de notre vie professionnelle. Mais heureusement on était 2 quand même. Donc on baisse pas les bras. S'il y en a un qui baissait les bras, l'autre leur motivait, et puis vice versa. Voilà. Et puis on avait on a eu, je dirais, des bons conseils autour de nous. Ça, c'est quelque chose que je peux dire s'il y a des jeunes qui veulent se lancer, c'est qu'on avait fait un vrai business plan avant de partir, et on avait un ami expert comptable qui nous a beaucoup aidé et qui nous a dit faites attention parce qu'en partant, le défaut de beaucoup de jeunes entreprises, c'est de partir avec trop peu de moyens. Donc on avait constitué un petit tour de table, enfin des gens sur qui on pouvait compter, un petit peu des business angels, hein, comme on dit, et qui nous ont aidés au départ, enfin peut-être pas la première année, mais je me souviens que donc on a commencé en 95, en 1998 ça a été très très difficile. On a eu vraiment, on avait commencé, on avait des gros marchés en Asie, notamment en Chine. La Chine s'est fermée d'un coup et il nous restait tout le vin sur les bras. Et qu'il fallait voilà, non, c'est pas drôle. Donc là on a eu de l'aide aussi bien en termes de conseils, voilà. Donc c'est important d'être bien entouré et de bien identifier les gens avec qui on peut parler, et puis soumettre, je vois l'oncle Laurent avait un oncle qui était un gros entrepreneur de meubles. Okay. Il fournissait Ikea, etc. Et voilà, on est allé le voir, on lui a dit voilà notre problématique, tu ferais quoi là dans notre cas? Et voilà, donc s'appuyer sur l'expertise et l'expérience des autres, ça c'est important, ouais. Et en même temps c'est très dur parce qu'il faut quand même réussir à parfois s'en détacher ou moi j'ai un peu ce truc de essayer d'exécuter le plus possible ce que je veux faire, ouais. Et en fait le conseil de la personne il est pas vraiment il est pas vraiment à ma place, il prend pas les mêmes risques. Oui, alors. Et en même temps, parfois, c'est utile. Ouais, c'est difficile de changer le. C'est ça, parce que là, on lui demandait, voilà, nous, on a trop de stock. Tu fais quoi quand t'as trop de stock? Est-ce que nous, on peut extrapoler ça à notre situation, quoi? Donc voilà, c'est des. Et puis après, oui, on s'est aperçu qu'il fallait pas mettre tous nos œufs dans le même panier, que même si diversifier les clients, diversifier aussi les vins. Alors, je pense qu'il faut quand même toujours rester là. Je dirais quand même que le succès des Jamel, c'est qu'on est toujours resté fidèle au style de produit qu'on voulait faire. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de dire que les vins des Jamel, c'est une gamme de 20 cépages de terroir. Donc
un cépage, c'est assez, on peut dire que ça n'a pas beaucoup de caractère. Par contre, si on le sélectionne bien, les terroirs, si on fait bien nos assemblages, là, on exprime vraiment la typicité de chaque cépage. Et là, on a du caractère dans les vins. Et je pense que nos vins, ils sont, par exemple, on fait des masterclass dans des écoles d'hôtellerie ou de sommellerie, soit à Vatel en France. Enfin, l'année dernière, quand j'étais en Asie, j'ai fait au lycée, enfin à l'université hôtelière à Hong Kong, par exemple. Donc, il faut et la gamme Les Jamelles. Et bien pour ça, parce que est très pédagogique. Oui, On a chaque cépage, voilà, c'est des monocépages très typiques de leur cépage, avec vraiment les caractéristiques du cépage. Et un merlot, c'est un merlot, un cabernet sauvignon, c'est un cabernet sauvignon. Le sauvignon, on reconnaît toutes les caractéristiques du sauvignon blanc, etc. Donc pour apprendre, c'est pas mal. Pour progresser en dégustation, c'est aussi c'est pas mal. Ouais. Du plaisir. Exactement. D'avoir une dégustation. Ouais. Et on fait attention aussi à garder les caractères de chaque millésime, parce que les Jamelles, c'est une grande gamme, des vins internationaux. On pourrait dire qu'on lisse un petit peu le caractère, mais non. C'est vraiment on reconnaît les millésimes, on garde la typicité des millésimes. Alors, c'est vrai que dans le Languedoc, c'est peut-être plus facile que dans les régions plus septentrionales, parce que on a plus de soleil, ça mûrit plus régulièrement. Bien que là, on a une problématique avec le réchauffement climatique qui est quand même complexe, parce qu'on a des étés très très chaud. Vraiment, on a des phénomènes d'échaudage, donc de coups de soleil sur les raisins, et puis bien sûr le manque d'eau à l'automne et en hiver qui est assez dramatique. Mais bon, donc on essaye de travailler avec tout ça, on essaye de changer. Justement. Alors. Du coup, on change un petit peu, on réfléchit beaucoup et on a une période très intéressante là. On a beau dire, il y a beaucoup de gens qui sont catastrophés par le changement climatique, le réchauffement climatique. En fait, c'est une période super parce qu'il y a plein de choses à essayer. Il faut voir le verre à moitié plein. Ah ben non, on est obligé. Hein. Sinon nos vignes vont trop souffrir et on pourra plus faire de vin. Mais donc voilà, quand on plante des nouvelles vignes, on regarde un petit peu, on change peut-être la densité de plantation. On travaille beaucoup sur l'adéquation greffe porte-greffe. On essaye de choisir des porte-greffes qui sont plus résistants à la sécheresse, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des racines plus plongeantes. Et on va travailler les sols les 3 premières années. On va vraiment travailler le sol de manière à ce que les racines plongent et vont aller chercher très loin en profondeur l'eau dont elles vont avoir besoin pour que la plante vive, passe l'été sans souci. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille. Donc on travaille beaucoup les sols. On fait aussi on a de l'enherbement contrôlé parce qu'on s'est aperçu en fait le phénomène d'échaudage dont je parlais tout à l'heure, c'est beaucoup aussi par la réflexion du soleil. Donc les rayons du soleil arrivent sur le sol et remontent vers la grappe. Vous avez le cep de vigne. La partie fructifère, elle est plutôt en bas et au-dessus vous avez le feuillage qui va apporter le sucre aux fruits pour qu'ils mûrissent, etc. Et en fait, les rayons solaires se reflétant sur le sol vont venir chauffer les raisins, et là ils sont grillés complètement. Donc si on a, parce que ça c'est le BIVB, le pôle technique du BIVB, donc en Bourgogne, qui a fait ces études là depuis 2-3 ans, ils font ça. Ils mesurent la température au niveau du sol l'été. Donc ils se sont aperçus que sur un sol blanc, donc non enherbé, on est à peu près à 50 degrés. Et il faut savoir qu'à 40 ou 43 degrés, et la vie microbienne du sol est brûlée. Donc on n'a plus de vie microbienne et qu'il y a beaucoup de réflexion justement solaire et que ça brûle les raisins en dessous. Donc d'enherber, on tombe à 30 degrés. Donc beaucoup plus supportable et pour la plante
et pour la vie microbienne. Donc voilà, c'est tout des choses comme ça. Dans le Languedoc, par contre, on a concurrence quand même, comme on est en manque d'eau. Si on laisse trop d'herbe sous le rang de vigne, à côté il y a une concurrence. Donc il faut qu'on travaille, il faut qu'on enlève l'herbe sous le rang de vigne. Donc on a ce qu'on appelle des intercepts qui vont aller nettoyer le dessous du rang. Et par contre, on va laisser toute l'herbe au centre et c'est vraiment, ça c'est très efficace. Et d'ailleurs, on le sent, hein, quand on se promène dans un rang de vigne où il n'y a pas d'herbe, c'est étouffant. Ah, c'est clair. On passe dans le rang de vigne à côté qui a de l'herbe et vous avez une impression de fraîcheur, quoi. Donc la plante le ressent aussi, elle respire mieux, elle transpire mieux, voilà. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, on le sent. Moi, j'ai un souvenir je crois que c'était dans le Rhône, où c'était un terroir de galets roulés. Ouais. En plein été, et c'était un enfer. Ouais. Alors c'était très chouette, hein, c'était très beau, mais je suis pas resté dans les vignes très longtemps parce que c'était. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez fait si les Jamelles ça avait pas fonctionné? Alors ça. C'est un peu avec si Je on met sais pas pas. remonté, mais. Oui, je sais. Mais vous aviez un plan B à l'époque ou c'était. On n'y avait pas vraiment réfléchi. Est-ce qu'on aurait repris le domaine familial? Moi, je suis originaire donc du Beaujolais. Il y a un domaine familial. Bon, est-ce qu'on l'aurait repris peut-être? On aurait fait autre chose. On aimait beaucoup la vallée du Rhône aussi. On aimait beaucoup la région de Châteauneuf-du-Pape. Est-ce qu'on serait allé dans cette région peut-être? Je ne sais pas. Et est-ce que faire ce que vous avez fait avec les Jamelles il y a 20-30 ans maintenant, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Peut-être pas dans le Languedoc, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des régions dans lesquelles c'est possible? Oh, je pense que dans le Languedoc, c'est possible, hein. Il y a des jeunes qui s'installent, hein. On n'a pas très loin de chez nous, des jeunes, comme Calmel et Joseph qui se sont installés. Je pense, et qui font des choses très très bien. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus dur. Nous, on a bénéficié, je dirais, peut-être d'une fenêtre de tir assez confortable dans le sens où on est arrivé dans la région. Je veux pas dire que qu'il y avait c'était en surproduction, mais on pouvait trouver tous les raisins qu'on voulait, comme on voulait, assez facilement. Maintenant, c'est vrai dans le Languedoc, mais c'est vrai partout. Le vignoble français a beaucoup diminué en surface. Donc c'est un peu plus dur de trouver les bons appros, etc. Donc, ce qui nous a d'ailleurs amené, nous, à réfléchir à une nouvelle façon de travailler. On s'est beaucoup rapproché de nos fournisseurs, mais même si, depuis le départ, on était très proche d'eux, on a réfléchi et on propose maintenant des partenariats à des caves ou à des viticulteurs pour qu'ils s'investissent, voire même pour qu'ils s'installent. Et de manière à leur assurer un débouché sur le long terme. Donc, on fait des contrats pluriannuels. Voilà. Donc, c'est une façon de sécuriser nos appros. Le Languedoc, dans une petite mesure, se met à ressembler à la Bourgogne, où parce que l'offre est plus rare, quoi. On n'est pas dans l'offre et la demande est un peu déséquilibrées, sont un peu déséquilibrées. Donc du coup, il faut s'assurer des appros. Donc ça nous oblige, effectivement, maintenant, si on partait aujourd'hui, ça nous obligerait à intégrer plus l'amont que ce qu'on a fait à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, on était très tourné vers nos clients parce que on avait la ressource du vignoble. Et là maintenant, on a 3 caves, on a 140 hectares de vignes. Alors on est tout petit, hein, parce qu'un Gérard Bertrand, il a 800 hectares. Donc mais on n'a pas vocation à avoir et à cultiver tout le foncier dont on a besoin pour nos vins. On préfère que le tissu économique local, c'est-à-dire que les domaines et les viticulteurs restent dans leur région. Enfin, je veux dire... 140, c'est vous. C'est nous. Et après, autour de ça, vous avez des approvisionnements. Oui, c'est à peu près 10 fois plus que les 100. Notre activité dans le Languedoc, c'est à peu près 1400 hectares, l'équivalent de 1400 hectares de production.
Donc nous, on a 10% de ce qu'on produit. On achète et on vinifie dans nos caves à peu près 25% de nos besoins. Okay. Et on a aussi, le reste, c'est des vignerons et des caves particulières, partenaires qu'on travaille, qui travaillent bien avec nous, quoi, avec des cahiers des charges ou des, voilà. Et peut-être le fait d'avoir ces contrats pluriannuels, ça vous permet aussi peut-être de suivre un peu plus la vigne ou de contribuer au suivi de la vigne, d'avoir tout à fait. Une vision un peu dessus. Ils sont très demandeurs aussi. Ouais. Et justement, dans quelques semaines, on a le 11 avril même maintenant, dans 15 jours, on a notre rencontre annuelle avec tous nos partenaires. C'est chouette. Ouais, et on a toujours un petit exposé, une petite conférence sur des sujets qui nous tiennent à cœur, mais qui les concernent aussi. Et là, effectivement, on va aborder quelques sujets, quelques modes culturels liés au réchauffement climatique. Ils sont très demandeurs aussi de savoir quand ils arrachent une vigne, quel cépage nous intéresse. Parce qu'en fait, ils sont pas nous, on est l'interface avec les marchés, avec ce que les consommateurs finaux demandent. Et donc du coup, ils sont très demandeurs de tout ça. Ils vont sûrement nous poser des questions sur tout ce qui est cépage résistant. Ouais. Donc voilà, nous on en a planté dans notre domaine à côté de Narbonne, là, qu'on vinifiera pour la première fois l'année prochaine, pour la première année, mais on a déjà vinifié un cépage bouquet, un cépage blanc, d'un partenaire qui en a planté et voilà, pour voir ce que ça donne et comment on peut travailler ces vins. Les vins issus de ces cépages qu'on ne connaît pas, mais qui vont être intéressants dans l'avenir parce que ça nous permettra de mettre moins d'intrants fongiques dans les vignes. Donc c'est toutes ces démarches-là. Puis on les tient un petit peu au courant des contraintes réglementaires. C'est très à la mode dans le monde agricole en ce moment, mais on va bientôt avoir une énorme contrainte. On va être obligé de mettre un QR code sur nos contre-étiquettes, pour dire tout ce qu'on a mis dans le vin. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc eux, ils vont être intéressés. Enfin, ceux qui vinifient chez eux, mais pour nous, ils sont intéressés parce que exactement. Ouais. Quand le vin va partir de chez eux, il faudra que ce soit sur le bon de livraison, sur le document d'accompagnement, que ce soit tout noté, que nous on réceptionne bien ça, qu'on note tout ça, que ça puisse être retranscrit au moment de l'embouteillage sur la contre-étiquette. Enfin bref, merci la Commission européenne. Ça va, dans ce pays, c'est un peu un classique. Ouais, mais c'est pas que dans ce pays, hein, c'est lié vraiment à l'Europe, ça. Ah, c'est voilà. Parfois, ça a du bon, parfois, c'est un petit peu... Oui, alors après, c'est contraignant. Ouais. C'est contraignant, et puis, voilà, ça peut faire peur à certains, parce que, je sais pas, on va dire qu'on a mis, souvent dans les vins, par exemple, on ajoute un acide citrique. C'est un acide faible, c'est le citron. Il y en a beaucoup dans les bonbons. Donc les gens vont dire, on rajoute de l'acide citrique, mais on en trouve dans le raisin. Mais c'est juste que ça permet de conserver mieux sans ajouter des sulfites qui sont allergisants. Donc c'est pas mal, c'est au contraire. Mais bon, voilà, les gens vont dire, on va ajouter ça. Ouais, il va falloir... Il va falloir accompagner ça de pédagogie. C'est ça. Bon, après, est-ce que ça intéressera beaucoup les gens? Je suis pas sûre non plus. Je suis pas sûr qu'on scanne beaucoup de QR codes. Ouais, c'est ça. Dessus. À un moment donné, donc, vous avez l'opportunité de revenir en Bourgogne. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? C'était en quelle année déjà donc... Alors, on a fait deux retours en Bourgogne, je dirais. En 2003, on avait racheté à un ami de mon beau-père qui prenait sa retraite une petite société qui faisait de la distribution de vins de domaine, de bourguignons, qui était petit, qui avait pas de force de vente, pas de force commerciale pour mettre en marché leur domaine. Donc voilà, ça a été une première étape, et ça, on continue toujours ça, aussi bien en France qu'à l'export. Et donc là, votre travail, c'est vraiment de la distribution? C'est de la distribution.
Les domaines... Vous achetiez ou ils vous confiaient on achète quand D'accord. on a les commandes. Enfin, c'est Ah une, oui, oui. c'est une, mais bon, après, c'est des discussions parce que Ouais. c'est vrai que certaines fois, on a des clients qui vont prendre 2 cartons. Bon, ben, on achète, Oui, mettons, l'allocation que nous fait le domaine. Donc, on a un petit peu de stock. Mais globalement, on achète et on revend. C'est une société vraiment de négoce pur. Il n'y a pas de production du tout. Si les domaines ont besoin d'un peu de conseils œnologiques, ou on a un appareil qui fait beaucoup d'analyses, s'ils ont besoin de faire une analyse ou n'importe, voilà, il y a ce genre d'échange et de relations avec eux, c'est facile. Bon, parfois on nous demande aussi des conseils pour leurs habillages, ou on les aide beaucoup aussi quand c'est des produits qui partent à l'étranger, où il y a besoin de mentions obligatoires légales sur les contre-étiquettes. Donc ça, on leur donne. Ouais, c'est ça. Donc il y a des échanges à ce niveau-là, mais globalement on n'intervient pas trop sur la qualité du vin. C'est vraiment le vin du domaine. Et puis donc on est revenu, on a eu l'opportunité de racheter la société de mon beau-père au groupe auquel on avait vendu. Ça s'est fait. On avait toujours gardé de bonnes relations en fait avec le repreneur, et ça s'est fait de manière un petit peu informelle. À l'occasion d'un salon, je crois, on prenait un café ensemble. Et puis Laurent leur a dit, je vois plus bien le nom, je vois plus bien la marque de Launay sur les marchés. Si vous en faites rien, ça m'intéresserait de vous la racheter si vous vouliez bien, quoi. Et c'est comme ça s'est fait. Bon, il y a eu une discussion, hein, bien sûr, mais et on est reparti comme ça. Voilà. Ça, c'est incroyable quand même. Ouais, ça c'est vraiment top. On avait bouclé une boucle, donc c'est on n'était jamais vraiment parti de Bourgogne parce qu'on avait toujours gardé nos bureaux en Bourgogne. On a un pied-à-terre dans le Languedoc, mais c'est notre région d'origine était restée notre région de cœur aussi, même si on en a 2 maintenant. Mais donc ça nous a fait très plaisir de revenir. Ça, Laurent était sur son petit nuage, oui. Je dois avouer que pour moi, cette histoire, c'est un exemple incroyable de... J'aime pas trop ce mot, mais de résilience et d'aventure, quoi. Enfin, partir sans rien dans le Languedoc, revenir 10 ou 20 ans plus tard, racheter la maison familiale qui porte son nom. Ouais. C'est quand même un truc de fou. Oui. Et c'est surtout que c'était pas le but, en fait. Oui. Ça s'est fait comme ça, on a saisi une opportunité, quoi. Enfin, on a provoqué l'opportunité, parce que Laurent a dit, il fallait à un moment dire qu'on était intéressé quand même par reprendre la marque. Donc, on a repris que la marque. Il y avait des vignes qu'ils ont gardées. Voilà, ça s'est fait un petit peu sur plusieurs mois parce qu'ils avaient quelques clients qu'il a fallu qu'ils basculent sur d'autres marques à eux. Et nous, ça nous allait bien comme ça de repartir vraiment de zéro, de pas repartir avec un historique finalement qui n'était pas le nôtre. Donc ça nous a laissé le temps de construire une cuverie, de trouver des raisins, d'aller voir à droite et à gauche, parce que difficile de trouver des raisins en Bourgogne. En Bourgogne, c'est très dur. Et donc du coup, mais les gens étaient vraiment touchés et super contents pour nous qu'on ait pu racheter la marque familiale. Et voilà, donc avec la société de distribution de vins de domaine bourguignon, on avait quand même tout un portefeuille entre guillemets de viticulteurs de domaine qui pouvaient nous vendre du raisin, donc on les a contactés. Certains nous ont vendu, d'autres pas. On avait nos cercles d'amis, notre réseau propre, et puis on a des domaines même qui étaient des beaux domaines qui étaient super contents pour nous et qui ont dit c'est chouette, on vous vend l'équivalent d'une pièce de Meursault, d'une pièce de Grand Cru, voilà. Donc ça c'est on était vraiment touchés de la bienveillance finalement des producteurs bourguignons à notre rencontre, quoi. Oui, en même temps il y avait toute cette histoire qui vous entourait, donc c'était un peu un retour dans votre pays, donc je sais pas, en Bourgogne moi je vois beaucoup de
de communauté, mais dans le bon sens du terme, de bienveillance entre les producteurs. Parce que il y a beaucoup d'échanges, effectivement, entre les domaines, entre les viticulteurs, entre les producteurs. Il n'y a pas trop de rivalité, hormis pour trouver du vin. Parce que du vin ou des raisins, parce que la Bourgogne n'est pas extensible. C'est une petite région, et d'où son succès aussi, je pense. Mais c'est vrai que entre producteurs, on n'a pas de rivalité, parce que on est des enfants gâtés. On n'a pas assez pour tout le monde, donc on sait qu'on trouvera preneur. Et qu'on n'ira pas voir le client du voisin. Et même si on a les mêmes clients, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas les mêmes appellations, parce que il a pas assez de vin, donc il faut que le client se trouve un autre fournisseur. Enfin voilà. Donc les moines ont bien fait les choses il y a 1000 ans, parce que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui trouver tout le climat de Bourgogne, c'est pas le possible. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues dans le Languedoc ou exécutées dans le Languedoc et que vous avez ramenées ensuite en Bourgogne? Oui. Donc du coup, vous m'avez parlé un peu de l'approche bourguignonne dans le Languedoc, sur l'analyse des terroirs, sur toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'il y a des choses à l'inverse que vous avez vues dans les pratiques languedociennes qui qui vont intéresser la Bourgogne et qui l'intéressent déjà, je dirais, c'est tout ce qui est les changements qu'on va devoir faire au niveau de la culture de la vigne avec le réchauffement climatique. Parce il y a beaucoup de gens qui nous disent, ah là là, on pourra bientôt plus cultiver de pinot noir en Bourgogne. On leur dit, mais regardez ce qu'on fait, nous, dans le Languedoc. On a un domaine à Limoux, donc sur les contreforts des Pyrénées, à 600 mètres d'altitude, planté en pinot noir et en chardonnay. Et honnêtement, ça n'a pas à rougir par rapport à un vin de Bourgogne. On a vraiment la caractéristique du pinot noir, le petit fruit rouge, l'acidité, voilà. Et on a le côté minéral du chardonnay, enfin tout va bien. Donc parce qu'il y en a plusieurs il y a quelque temps qui étaient complètement catastrophés en disant c'est pas possible quoi. Et on va abandonner notre cépage, le pinot noir, etc. Tant que c'est pas pour mettre du gamay, ça va. Oui, moi je vous rappelle que je suis originaire du Beaujolais. Et c'est une région qui a beaucoup progressé. C'est très vrai. Alors, moi je dirais que la Bourgogne aussi a beaucoup progressé à cause du réchauffement climatique. Toutes les années dernières, on a vraiment connu des très beaux millésimes. Et je pense que c'est lié au réchauffement climatique. Mais maintenant, il faudrait que ça stoppe. Il faudrait qu'on s'arrête là. Il faudrait que ça s'arrête, oui. C'est marrant parce que j'en parlais avec à Smith Olafite, j'ai oublié son nom de famille, mince. Ouais. Aïe. La propriétaire de Smith Olafite, ça veut dire quelque chose, Catherine? Ouais. Bon, je vais dire une bêtise, désolé, vous irez voir dans le podcast, je suis désolé, je l'ai perdu comme ça, c'est pas bien, mais elle m'avait dit exactement la même chose. Elle m'avait dit, bon, on parle beaucoup du réchauffement climatique et tout ça, là c'est quand même pas mal, mais si ça continue, ça devient difficile, donc si ça pouvait s'arrêter, ce serait... Voilà, oui, c'est vrai qu'à Bordeaux aussi, ils ont beaucoup moins d'entrées maritimes, les raisins sont plus sains, il y a une meilleure... Beaucoup moins de maladies. Ouais, exactement. Parfait. Mais... Voilà. Si ça continue, ça peut être compliqué en termes d'approvisionnement en eau. Oui, et puis eux, ils ont parce que je vois dans le Languedoc, on a ça. On a des cépages qui résistent beaucoup mieux aux sécheresses et aux températures élevées. Surtout que bon, nous dans le Languedoc, on peut avoir un peu d'irrigation, mais par exemple le merlot, qui est un grand cépage bordelais, il n'aime pas du tout ce changement climatique. Il a beaucoup de mal à mûrir. Il y a des grosses pertes de rendement. Il y a des il y a des blocages de stress hydrique, donc des tanins secs. Enfin, le Cabernet Sauvignon, par contre, comme c'est un cépage tardif, il commence à mûrir après les fortes chaleurs, donc il mûrit beaucoup mieux. Donc voilà, on redécouvre des cépages tardifs. Nous, dans le Languedoc, on redécouvre le Carignan, les Grenaches, le Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, mais voilà, au détriment du Merlot qui avait été beaucoup planté dans les années 90. Et c'est Florence Catiard, le nom de Smith Olafite auquel je pensais juste avant. Donc voilà, maintenant je suis pardonné, c'est good. Vous pourrez aller écouter l'épisode, on était dans sa cuisine, c'était assez marrant. Donc ces pratiques culturales, cette adaptation de la vigne à la chaleur, au réchauffement climatique, c'est un des éléments que vous ramenez. Et c'est vrai que vous avez parlé du pinot noir du Languedoc, et moi c'est un peu un de
un de mes hacks Pinot Noir justement, c'est que je trouve que c'est absolument délicieux ce qui se fait dans le Languedoc en Pinot Noir. C'est assez à l'aveugle, je pense que je pourrais me tromper parfois. Et je trouve ça vraiment très très bon. Ouais, il y a des pinots noirs, mais les pinots noirs produits un peu en altitude sont vraiment top. Et il faut, alors, dans le Languedoc, ils sont un peu déstabilisés par ce cépage parce que il a pas beaucoup de couleurs, il a pas de tanin. Donc, oui, c'est pas une Syrah, c'est pas un Cabernet Sauvignon. Mais finalement, c'est un cépage qui est très très tendance parce que on recherche de plus en plus maintenant des vins rouges un peu légers avec beaucoup de fruits, pas trop de tanin, pas trop lourd. Ça va bien avec nos évolutions, nos changements de mode de vie. Je disais tout à l'heure, on change, on fait pour un oui, pour un non, on fait un apéro dînatoire. Là, on prend un vin rouge léger, fruité, le pinot noir, ça va bien. Là, avec les Jamelles, on a sorti cette année ce qu'on appelle le rouge osé, qui est un vin frais, un vin rouge frais, fruité, léger, à boire frais, très frais. Moi, je conseille de le mettre au frigo. Et franchement, c'est top, quoi. Justement, on parlait de tonnelle un petit peu plus tôt avant l'interview. Et je pense que c'est un peu un type de vin rouge clair ou rosé très foncé. Ouais. À Tavel, ils ont des contraintes de temps de macération. Peut-être qu'on peut faire un tout petit peu plus pour faire des rouges qui sont clairs. Je sais pas si c'est comme ça que vous faites d'ailleurs pour ça, mais. Alors nous, peut-être que Tavel fait pareil. Nous, on récolte nos raisins assez tôt dans la matinée, en fin de nuit, pour qu'ils soient très frais, pour qu'ils gardent vraiment les caractéristiques fruitées du cépage. On les ramène à la cave en cuverie. On fait une macération pré-fermentaire à froid pour avoir beaucoup de fruits, pour garder et extraire beaucoup de fruits. Et ça dure 24 à 36 heures, une journée en général. Et ensuite, on presse tout de suite. Et on vinifie comme un blanc, donc à basse température, avec vraiment un contrôle rigoureux des températures pour garder beaucoup de fruits et une petite tension minérale et pas de tanin. Voilà. Donc c'est vraiment sympa comme produit. J'aime beaucoup. J'ai servi un vin comme ça en entrée d'un dîner que j'ai fait vendredi. Et justement, déjà ça surprend parce que c'est un rouge clair. Donc c'est assez étonnant, on va dire. Tout de suite, tout le monde était intrigué par la couleur. En disant, c'est quoi ce vin, machin. Et c'est une bonne manière aussi de commencer la soirée, d'éveiller un peu les papilles, de se mettre en bouche, de gérer une entrée. Donc non, c'est top. On n'a pas parlé de la maison Abosse de Launay. Moi, c'est une découverte que j'ai faite à la soirée que vous aviez organisée. Je crois que c'était en fin d'année dernière. Si j'ai pas de bêtises. C'était au mois d'octobre, au moment de. Ouais, exactement. Très beau lieu à Paris aussi. C'était très cool. À chaque fois qu'on se voit, alors, c'est jamais dans les villes ensemble, mais vraiment, c'est dans des beaux lieux à Paris, donc je me plains pas. Non, c'était vraiment top. Et donc, il y a la maison Abosse de Launay que je connaissais pas du tout. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Alors, c'est une petite maison assez haut de gamme qu'on avait racheté à des amis australiens en 2005. Donc, très peu de temps, avant même de racheter le négoce. Familial, non? Bourguignon. Oui. Donc il y a pas mal de temps et c'est une toute petite maison qui fait des vins vraiment haut de gamme. Donc des appellations du Languedoc, Minervois, Corbière, Côte-du-Roussillon, etc. Et puis qui se repose sur nos deux domaines. On a deux domaines, l'un à Limoux, 25 hectares, donc uniquement Pinot Noir et Chardonnay, et à côté de notre cave principale à Mons dans les Corbières. Donc là, il y a un petit domaine, le domaine de la Lose, une dizaine d'hectares. Donc là, plus avec des cépages méditerranéens, Syrah, Mourvèdre, Carignan, Cinsault, du Grenache gris aussi, qui donne un très bon blanc. C'est magnifique, ça. Ouais, très beau. Et voilà, donc c'est vraiment du haut de gamme, c'est la maison de Launay, mais plus au sud. Et donc on avait transformé, on a mis Abosse et de Launay, parce que Abosse c'était le nom des Australiens. Voilà, donc on avait ajouté notre nom. Nous on aime bien ne pas perdre l'histoire en fait.
Le vin, c'est souvent une histoire de longtemps, de transmission, voilà. Donc on aime bien ce lien avec l'histoire, quelle qu'elle soit. Et donc maintenant, on est ravis parce que depuis 9 mois, depuis juin dernier, on a notre fille Jeanne qui nous a rejoint. Et on lui a confié effectivement cette petite société avec le domaine de la métairie d'Allons à Limoux et la Lauze. Donc elle s'en occupe de A à Z. Donc c'est chouette, elle est ravie, elle voyage pour ça, elle était dans les vignes pour les vinifications et elle passe beaucoup de temps en cave aussi. Donc et puis on lui a confié aussi parce que c'est une démarche qu'on avait commencé quelques mois avant, mais toute la partie RSE du groupe, qui est, voilà, c'est une démarche importante pour nous, on avait déjà fait des petites choses à droite à gauche, mais bon voilà, maintenant on le structure et c'est elle qui s'occupe de tout ça. Non, c'est chouette. Ouais. On avait parlé de ça avec Laurent justement il y a 2 ans, je disais alors la suite, parce que maison familiale, donc forcément voilà. Je sais pas encore, des stages. Oui, c'est ça. Mais donc maintenant ça s'est concrétisé. Voilà, ouais, ça c'est vraiment sympa. Ouais, on n'a jamais mis de pression. Voilà, on n'a jamais mis de pression parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a fait tous les deux, que c'était notre projet à nous, et on est ravis c'est top. Qu'elle veuille, qu'elle nous ait rejoint et qu'elle veuille continuer. Puis même pour les équipes, ça donne une projection de long terme. Ils se disent même si Catherine et Laurent partent. Voilà, ça va pas être vendu. C'est clair. Ça va rester. Entreprendre en famille, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à moyen terme. Je trouve que c'est vraiment. Ça a des risques, mais quand ça se passe bien, c'est un bonheur. Voilà, il faut. C'est pas évident, parce que et pour notre fille et pour nous, parce que voilà, nous. Un repas de famille, ça devient vite une réunion. Un codir. Voilà, faut être prêt, faut venir avec son Excel parce que. Non, on évite. On évite, mais aussi, nous, on a notre façon de travailler. Puis elle arrive avec peut-être une autre approche, où il faut qu'elle a ses idées, où elle se fait ses nouvelles idées. Donc nous, il faut qu'on soit capable de les accepter, de voir comment ça peut s'intégrer. Et puis elle, il faut qu'elle. Alors elle a toujours baigné dedans, donc l'histoire, elle la connaît un petit peu. Et voilà. Et puis même quand elle était petite, qu'on faisait des déplacements, si c'était pendant les vacances scolaires, elle venait avec nous. Alors que ce soit les producteurs ou les clients, nous on a toujours beaucoup reçu nos clients à la maison. Elle a entendu parler toutes les langues à la maison. Enfin voilà, elle était déjà très tournée internationale, donc elle a toujours baigné là-dedans. Mais il n'empêche que maintenant elle a les 2 pieds dans la maison, donc il faut vraiment qu'elle se retrousse les manches. Et puis elle arrive dans une période où c'est peut-être un petit peu difficile aussi. On a cette problématique de changement climatique, on a le contexte économique qui est difficile, avec l'inflation partout, que ce soit en France ou à l'export. Un contexte géopolitique qui est pas serein, C'est clair. entre ce qui se passe aux portes de l'Europe, l'Israël, etc. Voilà, la Chine qui s'est complètement refermée en termes de commerce, voilà. Donc il y a du travail. Il y a du travail, ouais. Il y a du travail. Mais bon, comme vous, elle est jeune et donc elle va relever le défi. C'est clair. On n'a pas le choix de toute façon. Donc, non. Si vous aviez l'opportunité de vous revoir, de vous glisser un mot à l'oreille au moment où vous prenez la voiture ou le train pour aller dans le Languedoc avec votre sac à dos, et juste de vous dire une phrase ou un mot, qu'est-ce que vous diriez à ce moment-là? Waouh. De prendre le temps en fait de goûter les choses qui arrivent, les rencontres qu'on fait, etc. Parce que c'est vrai, quand on se retourne un petit peu sur notre parcours, on était beaucoup le nez dans le guidon. On est parti de rien. Vraiment, je disais, on n'avait pas de vigne, pas de cave, rien du tout. On a commencé dans la chambre d'amis chez nous, avec une voiture, un téléphone portable qui était énorme à l'époque. C'est des valises qu'on portait, là. C'était avant votre naissance. Oui, c'est clair. C'était incroyable. Et
Et voilà, et on a construit maintenant, il y a 70 personnes qui travaillent avec nous, on a 140 hectares de vignes, 3 caves, on travaille dans 50 pays, voilà, c'est beaucoup d'investissements au quotidien, beaucoup de choses à voir tout le temps, être à l'affût tout le temps. Le monde qui évolue, donc la vigne c'est quand même une culture lente, hein, c'est pérenne. Donc on a planté un cépage, on part pour 25 ou 30 ans. Donc dans le Languedoc, en Bourgogne c'est même plus long, mais il y a qu'un cépage, il y a que 2 cépages, donc ça on se trompe moins. Voilà, il faut toujours être à l'écoute des marchés, faire avec ce qu'on a. Bon, donc je pense que ce que je me dirais, profite de ce que tu as, des rencontres que tu fais, du moment qui passe, quoi. Mais, ouais. C'est pas facile. Je pense qu'on se projette toujours quand on est jeune, on a envie de voir les prochaines étapes et du coup après on a exactement. Nostalgie sur ce qui est fait. Non, puis ce qui est fait est fait et on s'appuie dessus. En fait, on n'a pas envie de se retourner et puis de défaire ce qu'on a fait, donc on s'appuie dessus pour rebondir vers l'avenir. Donc c'est vrai que on prend pas le temps, je pense. Voilà. Je sais plus à qui je disais ça. On a envie, en fait, avec mon mari, de prendre une semaine de vacances, mais de prendre l'Orient Express, le train. Ah, magnifique. Alors ça, pour faire pas beaucoup de kilomètres, hein, mais voilà. Ça a l'air incroyable. Faire 3-4 jours de train je pense pour traverser l'Europe. Je l'ai mis dans ma checklist des trucs à faire un jour ou l'autre. Ça nous changerait. Ça a l'air spectaculaire. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour cet échange. C'était un plaisir de partager plaisir partagé. C'était vraiment top. J'ai appris plein de choses et c'est des histoires à la fois personnelles, dans le vin, entrepreneurial, qui résonnent beaucoup. Donc c'était un plaisir. Il me reste 3 questions qui sont assez traditionnelles. J'ai oublié de vous prévenir en plus juste avant, ça c'est pas sympa. Mais bon, elles sont faciles. C'est est-ce que vous avez un livre sur le vin à me recommander? Un livre sur le vin. Alors, je dirais le livre des cépages du professeur Gallet. On va pas trop se tromper. Et vous avez un nouveau livre de chevet. C'est ça. C'est ultra intéressant. Donc c'est un vieux livre parce que le professeur Gallet était notre professeur d'ampélographie, donc il y a très longtemps. Hein. Mais c'est un sujet qui est assez cool. J'avais interviewé Olivier Yobrega qui est ampélographe aussi. Ouais. Et c'est un sujet qui est assez fun, qui est très niche, mais qui est... qui est très pointu. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente? Alors, le week-end dernier, là, ce week-end-là, on a pris un petit break avec mon mari. On était allé dans le Jura, donc pas très loin de la Bourgogne, et on a bu un très bon Savagnin du très bon domaine Jean-Michel Gavanet. C'est possible. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était une découverte pour moi parce que les vins du Jura c'est des élevages très longs en fût en général, donc un peu à une tendance un peu oxydative, je dirais, et qui est pas du tout ce que j'aime. Moi, j'aime bien le fruit et la tension, la minéralité. Mais franchement, là, c'est un vrai coup de cœur. Ouais, j'étais bien surprise et. Faut que j'aille dans le Jura. C'est une région. Ah ouais, c'est magnifique. Alors il y a quelques régions dans lesquelles je suis pas beaucoup allé, qui sont la Loire. En fait, j'ai pas beaucoup fait la Loire, j'ai surtout fait Chinon. D'accord. Donc, ça compte, mais c'est pas la Loire, c'est tellement grand, quoi. Voilà. Et pareil, le Jura, jamais fait. Le Rhône, j'y suis très peu allé. J'ai interviewé quelques personnes, mais j'y suis très peu allé. Donc, vous êtes tout jeune, donc vous avez plein de choses encore à faire. Ce podcast a encore des centaines d'épisodes devant lui, sans problème. Mais le Jura, non, ça vaut le coup parce que c'est vraiment une très belle région. Bon, le pays viticole, vers Arbois, c'est magnifique, mais même plus largement, c'est une belle région. Et enfin, dernière question, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer? Je ne sais pas, aller dans la vallée du Rhône, interviewer Guillemette Ferrando, un très bon domaine. C'est une amie de ma fille, donc elle vous recevra avec grand plaisir. Et parfait. Voilà, je donnerai ses coordonnées. Ouais. Avec grand plaisir. J'irai, et puis ça me sera l'occasion d'aller un peu. Exactement. Un peu dans le Rhône, donc c'est parfait. À Châteauneuf-du-Pape et. Parfait.
Bah Catherine, merci beaucoup pour le temps ce matin, c'était un plaisir. Ouais, avec plaisir. J'ai hâte de voir tout ce qui va se passer dans le futur, parce que je suis sûr que c'est encore que le début. Malgré tout ce qui s'est déjà passé. Oui, il nous faudrait plus d'une vie, mais bon. Ah bah ça on fera. C'est sûr. Ouais, ça. Faut rester jeune dans sa tête. Voilà. C'est ça, c'est ma tête. Encore merci pour ça, et puis bah à très bientôt. À bientôt, Antoine. Merci à vous. Bon succès pour la suite, pour les autres podcasts. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, bah, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le à au moins 2 personnes. Allez découvrir les vins des Jamel, puisque c'est parfait pour progresser aussi en dégustation. On en a parlé tout à l'heure. Et tout le reste des vins de la Maison de Delaunay, c'est toujours un plaisir. Donc, vous risquez pas de vous tromper. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Salut.